bienvenue chez le Doc Mayou. Débat, société, famille, relations. Le Doc Mayou. Voici votre animatrice, Janine Ross, et le psychiatre Pierre Mayou. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Janine. Vous êtes souriant aujourd'hui? Non. Parce que suite à une réflexion que vous venez de... Oui, parfois il m'arrive de penser à quelque chose et je dois te dire que je ris, mais de ce dont je suis en train de penser. C'est ce que je comprenais. Puis je vais t'en faire part après les salutations à tous nos auditeurs. Oui, les gens de l'Outaouais, les gens de Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Chicoutimi, Saguenay. Bonjour tout le monde. Pierre, on annonce notre sujet, puis vous nous faites part de vos réflexions. C'est une bonne négociation, ça? Tantôt pour le sujet. Tantôt pour le sujet, OK. Tu sais pas, je suis tout interpellé depuis ce matin par l'histoire de Harry Stonesifer. C'est le PDG de Boeing, constructeur d'avions, qui, à 68 ans, vient d'être limogé par le conseil d'administration parce qu'il a eu une relation amoureuse, une relation intime avec une cadre supérieure de la même entreprise. Oui. Et ça engendre toutes sortes de réactions. Il y a eu plusieurs éditoriaux là-dessus. As-tu lu sur cette histoire-là? Non, je l'ai pas lu, celui-là. C'est très interpellant. C'est très interpellant. Mais Pierre, comment se fait-il qu'on fait payer à ce point? Ça a eu une incidence sur la compagnie? Non. Avez-vous vu ça dans le papier? Non. Rien. Non, rien. Aucune incidence. Ça faisait seulement quelques mois que ça durait. Oui. Mais c'est un bonhomme de 68 ans. Avec une femme, probablement, qui est beaucoup plus jeune. Et, on semble ici, dans les éditoriaux du Québec, on semble prendre avec un grain de sel cette histoire-là. On leur dit, les Américains ont l'art d'exagérer. Je ne sais pas, Janine, c'est si exagéré que ça. Je prends la chose très au sérieux. Oui. Est-ce que vous faites quelque chose de semblable pourrait se passer ici? C'est ça que j'entends dans vos paroles. Ah oui. Puis il y a eu ils ont contacté, les journalistes ont bien fait leur travail. Ils ont contacté toute une série de grandes entreprises, Bombardier, la Société de la Régie des alcools, puis toutes sortes de grandes entreprises comme ça pour leur demander quels étaient les guides concernant les liaisons amoureuses intra-entreprise. Oui. OK? Oui. Et le fameux code d'éthique qui régit les comportements et les conséquences à certaines dérogations. Janine, il y a personne qui a soulevé quelles sont les conséquences d'une relation intime. D'une relation intime? Sur qui? Non, mais les conséquences sur les deux. Sur les deux. Là, le PDG a perdu sa job. Première question, pourquoi c'est lui et non pas la femme ou non pas les deux? Bon. Et parfois c'est l'autre. Ouais. Et celui qui est le plus haut gradé conserve son... Alors, dans tous les cas, c'est différent. Alors lui, c'est le président de Boeing. C'est pas anodin. C'est un bonhomme de 68 ans qui est à la retraite, qu'on est allé chercher pour redresser Boeing. Les actions de Boeing ont pris 50% de valeur dans la dernière année. Oui. Alors le père, il a fait sa job. Comprends-tu? Absolument. Mais... comme avantage collatéral, une petite relation intime avec une femme. Mais c'est drôle, il y a personne qui, dans les éditoriaux, qui s'est interrogé quelles sont les conséquences d'une liaison intime entre deux individus dans la même entreprise. Et il y en a. Il y en a. Janine, c'est pas anodin. Certainement qu'il y en a. Mais Pierre, pourquoi? Parce que c'est l'entourage, les collaborateurs qui le digèrent pas, qui ont peur à leurs intérêts, qui ont peur à du favoritisme. D'où ça émerge? Oui, et plus. Oui. J'aurais aimé ça entendre des propos comme ceux que tu viens de mentionner. Oui, il y a des inquiétudes. Alors, c'est sûr que, ça s'est fait sur la délation. Il y a quelqu'un qui a envoyé une lettre au conseil d'administration, puis il a dit, le président, là, il est en train de faire de la zing-zing avec Madame Untel, qui est cadre supérieur. Bon. Mais entre nous, Pierre, tant que ça dérange pas la rentabilité, tant que ça dérange pas la compagnie, je trouve ça. Janine, il y a des conséquences. Faut connaître, je pense qu'il faut avoir vécu l'intimité pour se rendre compte du niveau de confidence qu'on se fait et de l'abondance de confidence qu'on se fait dans un lit. Oui. Janine, on ne peut pas nier la nature humaine. On ne peut pas nier, et cette femme-là qui est cadre supérieur jouit
définitivement, non pas du membre viril de Harry, mais de confidence et d'un lien privilégié que personne d'autre n'a dans l'entreprise. Donc, ça fait peur aux autres. Avec peur. raison. Mais c'est pas nécessairement... C'est là que je vais en venir. Avec raison. Mais ça veut pas dire que ça va faire du mal, que ça va causer du dommage. C'est une question de temps. C'est une question de temps, Janine. Deux individus de sensiblement de même niveau. Écoute, une cadre supérieure qui a accès directement à l'oreille et aux membres masculins de Harry Stonecipher, le PDG de Boeing. On convient-tu que c'est pas anodin? C'est certain. Quand on parle de relations dans le milieu de travail avec des copains de même niveau, je pense que le problème se pose pas avec autant de... Non, on peut pas. Non, définitivement, là, ce serait une chasse aux sorcières. Mais un cadre supérieur avec le PDG d'une entreprise de cette envergure-là... Il peut peut-être y avoir des problèmes, mais s'il se marie, qui peut empêcher ça? Alors lui a démissionné, ou on a mis de la pression pour qu'il démissionne. Oui, puis marié ou pas, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, qu'il soit marié ou pas, ça n'a pas plus d'allure. Que ce soit une liaison extra-conjugale, ou même s'il décidait, je divorce, Pépé divorce, puis il marie cette femme-là. Non, le même problème demeure. C'est qu'on a deux personnes en poste qui ont un lien qui, vois-tu, pour la cadre supérieure, il pourrait y avoir avantage. Son supérieur devient Harry lui-même. Ça n'a pas de... Ah non, là-dessus, je dois dire, bonne décision, Boeing. Je regrette, mesdames, là, respectueusement, je comprends votre point de vue, je vous ai lu, mais je partage pas votre légèreté. Bon, mais Pierre, c'est un sujet qui est extrêmement grave. S'il y avait vraiment quelque chose de sérieux entre ces deux personnages-là, le président et une cadre de haut niveau, tu dis c'est solide, ils sont intéressés un à l'autre. Est-ce que c'est pas la femme à ce moment-là qui aurait pu avoir une promotion dans un autre département ou quelque chose comme ça? Non, mais tu te dis... Il faut que tu sortes. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi on s'en est pris au président? C'est pas pour qu'on s'en prenne plus à elle, mais tu te dis... Bon point. Le point stratégique... Chapeau, on va dans le même sens, on s'interroge. Anguille sous roche, oui, on s'interroge dans la même foulée, parce que pourquoi l'avoir mis dehors, lui, et ne pas avoir fait la même chose avec la femme? Il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui tient pas. On ne sait que la pointe de l'iceberg. C'est une histoire dont on va encore entendre. Harry, rappelons-nous, Harry contre Sally. C'était pas un film de Clint Eastwood, ça, Harry? Rencontre Sally? Il y a eu un film, en tout cas, qui avait ce titre-là. Je me souviens pas qui était le Harry Stonecipher, c'est une histoire qui laisse... Ça vaut la peine d'y penser. C'est intéressant, ça vaut la peine de s'interroger. C'est sûr que si l'entreprise est très petite et puis le président a une relation intime avec quelqu'un qui est très proche de lui, changera pas grand-chose là au devenir de l'entreprise. Non, parce qu'il n'y a pas de grand secret. Mais Boeing, c'est stratégique. Ils sont en grosse compétition internationale avec d'autres. Je sais pas. En tout cas, et tous ceux qui travaillent autour de cette femme-là qui est intime avec Harry, ça devient vivable. Parce qu'elle, elle dira pas un mot. Soir venu, elle dit, Harry, il faisait une petite caresse en dessous du bâtiment. Il dit, Harry, il se passe telle affaire. J'aime pas ça. Harry, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? S'il veut continuer à avoir ses petites caresses, il n'y aura pas de choix. C'est plate, c'est pas fin ce que je dis, mais c'est ça la nature humaine. En tout cas. Parce que tu te dis, un homme rendu à ce niveau-là, si vraiment il y a quelque chose de très solide, il peut lui payer des grosses compensations et poursuivre sa relation avec elle. Ou en tout cas, c'est assez mystérieux, là, le fond de ça. OK. Notre sujet, Pierre? Oui. L'art de remettre à plus tard, Pierre. 20% des adultes ont avoué se définir comme des procrastinateurs chroniques. C'est-à-dire qu'ils sont pris avec ça tout le temps. Ils remettent à plus tard des tâches, ils remettent à plus tard des responsabilités. Ça va dans toutes sortes de domaines. Est-ce que je peux te demander où tu as pris ce chiffre-là, Janine? Ça vient du Wall Street Journal. C'est un article là, qui a été... Alors, il y a une étude qui affirme que 20% des adultes, après avoir rencontré je sais pas combien de personnes, se disent procrastinateurs chroniques. Mais ils disent... C'est énorme. C'est vrai, là. 20%, c'est énorme. Hey, c'est pas drôle dans une entreprise, ça, hein? Ben non, est-ce que tu peux définir, est-ce qu'ils définissent ce qu'est un procrastinateur chronique? Hey, ce mot-là m'est foire, par exemple. On n'aurait pas pu en trouver un. C'est lourd, hein? Procrastinateur chronique. Il y a des points positifs à remettre à plus tard. Et ça cache d'autres choses. Toujours selon le même article, on dit, un procrastinateur, c'est quelqu'un qui va tourner en rond avant de commencer une action, qui la reporte continuellement, qui remet à plus tard, qui se laisse divertir par d'autres centres d'intérêt, va sur Internet, reste sur Internet pendant 2 heures, pense à un vieux chum, l'appelle.
au lieu de commencer ce qu'il doit commencer. Et dans l'article, il y a un aspect qui est intéressant où on dit le procrastinateur, celui qui le fait à l'occasion, des fois c'est pour s'affirmer. On lui en demande trop, il reporte. Il se donne un contrôle sur l'issue de son travail. Et on parle des procrastinateurs qui pourraient être d'autres personnes qui carburent. C'est important, là, on va pas trop vite parce que contrôle sur l'issue. Oui. De son travail. Oui. Contrôle sur l'issue, chers auditeurs. Je pense qu'on vient de dire quelque chose, Janine vient de dire quelque chose d'extrêmement pertinent. Contrôle sur l'issue. Oui. Continue. C'est-à-dire qu'on t'oblige à des échéances. Et tu juges que c'est trop rapide, ça t'en met trop sur les bras. C'est à peu près ça que ça voulait dire. Ouais. Donc, c'est une stratégie pour te défendre, dans certains cas, d'être procrastinateur. Tu repousses ce qu'on te demande. Ensuite, il y a un autre point. Attendez un petit peu. Alors, la diversion, là, pour pas passer à l'action, pour reporter à plus tard, ça va. Ensuite, on dit qu'il y a de fausses perceptions. C'est-à-dire que la procrastination en tant que telle, c'est un problème grave dans certains cas. Ça peut devenir un problème qu'on minimise souvent. Oui, t'as raison. Et ça cache, c'est un autre point, les craintes, celui qui pratique la remise à plus tard de ses responsabilités, des travaux qu'il doit remettre, etc., sont possiblement des gens qui vont craindre l'échec, qui vont craindre la réussite et le contrôle, comme je disais tantôt, des gens qui cherchent des excuses toutes faites pour... Ouais. Là, ça chire. Mais t'as amené un sacré bon point. Alors, l'art de remettre à plus tard la procrastination chronique. Oui. Évidemment, au niveau du conscient, on reconnaît qu'il y a des individus qui peuvent passer pour des procrastinateurs chroniques, mais qui sont des mauvais planificateurs. Oui. Il y a des individus qui se planifient mal, il y a des individus qui priorisent mal, qui sont incapables de prioriser pour toutes sortes de raisons, manque de jugement, intellect ordinaire, etc. Mais ce à quoi on fait surtout allusion ici, c'est l'inconscient. Alors, comment se fait-il? Avant de plonger dans l'inconscient, l'art de remettre à plus tard, ça peut vraiment être un art aussi. Alors, dans bien des cas, le fait de remettre, de ne pas se hâter, le fait de remettre la prise d'une décision peut permettre de décanter et d'arriver à une décision plus assurée. C'est pas nécessairement mauvais, là, avant de s'emballer avec la procrastination, puis à commencer à traiter tout le monde, là. Et il y a des individus qui vont remettre à plus tard et, à un moment donné, vont ressentir un élan extraordinaire de créativité. Et ça avec des idées géniales. Et ça sort en 2 fois moins de temps que s'ils s'étaient attelés au moment où on leur commandait de s'atteler à un travail. Ça sort 2 fois plus vite. Oui. Bon, 2 fois plus vite, je retiens ce propos. Oui. Et où je veux en venir avec ça, évidemment, c'est la théorie freudienne. Freud était un des premiers à expliquer ça, la procrastination. Et ce serait, tu as parlé tout à l'heure du contrôle sur l'issue. Oui. Alors, d'où ça peut venir? Ça peut venir d'un entraînement à la propreté fallacieux. Oh, l'issue étant le réel issue. Le réel contrôlé, contrôle sur l'issue, là, c'est le moment de faire la crotte dans le petit pot. Et c'est la guerre mère-enfant, mère-fils surtout. Maintenant, je sais pas, les filles, on ne départage pas le 20% des procrastinateurs. Non. Les pires procrastinateurs, c'était des hommes. Dans vos... Oui. Bon, dans ce que vous avez généralement, la théorie freudienne est très intéressante. C'est le contrôle sur l'issue, c'est l'issue du moment de relâcher le sphincter anal puis de faire la crotte. Bon. Alors, c'est la guerre, ce que j'appelle, moi, affectueusement, la guerre de la crotte qui se livre. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec la guerre de la crotte d'un garderie? Là, je sais même plus. Je pense qu'il n'y a même plus de guerre. Alors, on va être obligé de s'arrêter. Et lorsque tu as dit ça sort 2 fois plus vite, effectivement, lorsqu'il y a une bonne période de procrastination, certains individus, finalement, veulent relâcher le sphincter. Et comme Janine l'a si bien dit, ça sort 2 fois plus vite. Pierre Mailloux, je vous dis, imprévisible. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Est-ce que vous êtes de ces personnes qui remettez toujours à plus tard et pourquoi? L'art de remettre à plus tard, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui en souffrent, qui en souffrent beaucoup, Pierre. Ils n'arrivent pas, ils tournent en rond, ils se perdent dans leur pensée, passer à l'action, pour le travail, même pour leur responsabilité personnelle, à eux. Oui. Alors, ça peut être très handicapant. Tu parles de ça dans le milieu de travail, mais aussi et encore plus dans la vie personnelle. Oui. Alors, plus quelqu'un s'approche de l'intimité, plus l'inconscient a de chances de se manifester. Et en début de travail, chez un employé, en début d'emploi, tout va bien, mais c'est au fur et à mesure
qu'une relation se crée avec quelqu'un d'autre, que la procrastination va prendre beaucoup plus de place. En milieu de travail, ça pourrait se installer. On peut appeler cette névrose-là, dire un conflit intrapsychique bien refoulé et se manifestant dans le quotidien, va commencer à surgir. Et voilà qu'apparaît la procrastination. Le fait de ne pas comprendre ces maudits comportements peuvent être extrêmement irritants et pour la personne qui les affiche et pour les autres qui les subissent. Oui. Et là, surviennent les engueulades. Évidemment, qu'est-ce qui se passe quand ça commence à être tendu? Quand il y a des engueulades, des gros mots, ça rappelle inconsciemment maman qui avait hâte que Ticu fasse sa crotte dans le pot. Puis là, elle commence à l'engueuler, puis à crier après, puis c'est quoi cette affaire-là? Puis bang, une bonne claque aux fesses. Oh ouais! Il y a un maudit paquet d'enfants qui ont mangé des claques aux fesses pour être entraînés à la propreté sur le petit pot. Mais tu te souviens pas de ça? Non. Alors, tu peux fouiller longtemps, là, pour te dire, comment se fait-il que je suis affublée? C'est un problème. Dans certains cas, les gens se tapent sur la tête. Je suis pas capable d'initier rien. C'est plus fort que moi. Passer à l'action, c'est une souffrance. Bon. Alors, ce que je fais, compte tenu que les personnes, sais-tu quelle stratégie j'ai développée pour m'assurer de l'origine de ce mal? Oui. Parce que, t'as raison, les enfants 2 ans et demi, puis il y a à peu près pas un enfant qui se rappelle 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, il y a à peu près pas un enfant qui se rappelle de son entraînement à la toilette. C'est ça. Mais j'y vais de façon insidieuse, c'est-à-dire par personne interposée. Est-ce que tu as déjà vu ta mère s'occuper d'un jeune enfant? Mm-hmm. OK? Oui. Est-ce que tu as remarqué ce que ta mère fait envers ton enfant lorsque vient le temps de le mettre sur le pot et du discours, de la rhétorique qui entoure ça? Oui. Parce que ça risque d'être le même qu'à l'époque. Oui, puis quand vous dites par la bande... Si tu savais les petites découvertes qu'on a faites dans les moments de psychothérapie, Et par la bande d'un parent, le père par exemple, ou une tante qui aurait été témoin, ça aussi, ça pourrait servir, mais... Ouais, mais habituellement, les pères sont pas... C'est très rare que j'ai vu des pères présents, parce que les mères qui sont rough. Maintenant, ce que je ne sais pas, là, la nouvelle vague, ça va être les gardiennes. Comment les gardiennes de garderie entraînent les petits bouts à la propreté. Là, il n'y aura pas de référence. Il n'y aura pas de référence, il n'y aura pas de témoin nécessairement. Hein? Je sais que dans certains cas, ça barde pas toujours. C'est soit négligence ou barder solide. Alors, on parle à Sylvie tout de suite. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Sylvie. Là, je suis un peu nerveuse. Moi, c'est que ça fait 16 ans, j'ai remis. Et puis là, comme vous dites, j'en subis des conséquences et mes enfants en subissent. Et puis, je me demandais pourquoi qu'on fait ça tout le temps. Allez. On remet tout le temps et on dit tout le temps, ça va être mieux. Qu'est-ce que vous avez remis? Vous dites, ça fait... Oui, la question. De laisser mon conjoint. Ouais, c'est pas nécessairement de la procrastination, ça, par exemple, laisser le conjoint. Ça peut être 1001 raisons. OK. Puis même de punir mes enfants pour qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Oui, c'est intéressant. J'ai jamais été capable de le faire. Mm-hmm. Je me sens lâche de ne pas être capable de le faire, sauf que si je planifie de le faire, je me sens coupable de le faire. Si je planifie. Et comme je dis, comme hier, je vais vous donner un exemple. Hier, mon fils, il est pas allé à l'école. Et puis, j'étais au travail et puis je lui ai parlé au téléphone et puis j'ai dit quand je vais arriver à la maison, j'ai dit, demande-moi même pas pour sortir parce que j'ai dit, là, t'es puni. Là, quand je suis arrivée à la maison, il m'a demandé de sortir puis je l'ai laissé sortir. Pourquoi que je fais ça? Oui, mais je comprends pas l'histoire de... Répétez-nous ça tranquillement. La punition, là, parce que vous êtes un petit peu nébuleux, c'est pas un reproche que je vous fais, là, c'est pas facile, ces choses-là. Non. Quand est-ce que vous l'avez puni, puis vous l'avez puni pourquoi? OK. Hier, il m'a téléphoné au travail pour me dire qu'il pouvait pas aller à l'école, il avait mal aux pieds. Moi, je ne croyais pas parce que dernièrement, j'ai beaucoup de problèmes, là, avec. Oui. Il y a quel âge, ce jeune-là? Il y a 16 ans. Pardon? 16 ans. Il y a 16 ans. Oh, c'est plus un bébé, là. Non. C'est votre bébé, mais c'est plus un bébé. C'est ça. Mais, tu vois, il y a eu tellement de problèmes à la maison que mon fils, il a tourné. Il
là, il déteste son père, qui est pas son vrai père quand même. Il est dans sa vie depuis très, très longtemps. Là. Il y avait à peine 1 an. OK, c'est comme son père, dans le fond. C'est ça. Parce que son vrai père, il l'a jamais vu. Là. Il l'a vu, mais il l'a jamais connu. OK? Et puis là, je comprends pas. Il l'a vu, mais il l'a pas connu. Ben, il sait c'est qui. Il sait qui il est. Il l'a rencontré parce que c'est un policier, là. Il l'a rencontré souvent, sauf qu'il n'a jamais eu de contact avec. Il l'a rencontré souvent, mais il n'a jamais eu de contact avec. C'est ça. Est-ce qu'il le sait? Non, c'est lui. C'est son père? Regardez, oui. Ça n'a pas de bon sens. Je pourrais pas vous suivre. Il l'a vu souvent, mais il n'a jamais eu de contact. Ben, parce qu'il est policier dans la région où je suis. Oui. Et puis, Éric, j'ai jamais caché qui était son vrai père. Oui. Fait que là, il sait qui est son père, il y a des demi-frères, il n'y a jamais eu comme de visite, il n'y a jamais eu le droit à mon fils à cause de violences conjugales et puis... Ben non, vous êtes mauvaise langue, pas un policier qui s'amuse à battre des femmes. Non, pas du tout, hein. Non, ça n'existe pas, ça, au Québec. Non. Il y a les 2 professions où il y a le plus grand nombre d'hommes, semble-t-il, d'après les statistiques, de batteurs de femmes, oui, c'est policiers et médecins. Oui, mais... Ça va bien à shop. Oui. Policiers qui sont supposés protéger le public, qui battent les conjoints. Comment se fait-il qu'un policier puisse continuer à pratiquer alors voyons, c'est fréquent. Je suis intervenu dans un dossier, moi, puis il n'y avait pas de problème là. C'est un lieutenant de police qui frappait, qui avait frappé allègrement, qui avait des maudits ratelés. Mais là, il n'est pas capable de se contrôler. À une autre employée du même service, puis jamais rien eu. Il n'a jamais... Ben non. Il continue à pratiquer. Non, oui, il continue le métier. Écoute, c'est comme les musulmans hier, ça. Tu sais, strike. Hey, il l'a secoué. Il l'a secoué solide. Puis elle s'est ramassée. Voyons, c'est secoué. Depuis quand que secoué s'est frappé? Comme disait le Moktouk de Toronto. Oui. Tu sais, les policiers, quand tu secoues une femme, là, de mesure 6 pieds 2, OK, 220 livres, entraînée, petite femme de 115 livres, t'as secoué un peu, tu sais, comme une guenille, là. C'est pas frappé, ça? Non, mais moi, j'ai été frappée, c'est éprouvé. Ça a pris 13 ans, là. 13 ans. 13 ans, et puis tout perdu quand même. Moi, je m'avais sauvée enceinte. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je m'ai sauvée. Se sauver enceinte d'un policier batteur de femmes. Ouais, ça commence dur. Hein? Québec, my love. Ouais. Québec, je t'aime. Alors, le garçon de 16 ans... Évidemment, c'était un Québécois, là. C'était pas un Ontarien, ça, là. C'est un Québécois. C'était pas un immigré, là? Non. Même pas un Moktouk? Non. Ah ben. Non, c'est un Canadien. comme si c'était rare. Maudit. En tout cas. Mais là, finalement... Là, je comprends qu'il peut le voir passer, mais il n'a pas eu de contact. Exact. J'ai donné aucune autorité. J'ai mis père inconnu, et puis pour l'amour de ça, là. Oui, parce que le petit garçon aurait pu y goûter aussi. Oui, hein? oui, parce que les 2 fils, ils goûtaient quand ils vivaient avec nous, là. C'est vrai, ils frappaient les bébés aussi. Ouais, ben pas des bébés, ils étaient assez grands parce qu'ils sont beaucoup plus vieux qu'Éric, que mon fils. Là. Il avait quel âge quand il a commencé à frapper? Ils sont plus jeunes, quand moi je demeurais avec, il y avait 12 ans, ils sont plus jeunes. C'est vrai. Puis l'autre, il avait 14 ans. Oui. Puis il frappait? Oui, ils accotaient, c'est moi qui se mettais dans le milieu là, pour que ça arrête. Attendez, accoter un jeune de 14 ans puis frapper un jeune de 14 ans, c'est pas pareil. Non, ils les mettaient par-dessus un bureau, là, puis ils avaient à la gorge, puis... OK. Donc c'était doux, là, Pierre, tu sais, c'était un traitement en douceur. Oui. OK. Non, là, je comprends. Faut... Oui. Ouais. Mais là, moi, là, ça fait longtemps que j'essaie de vous rejoindre, mais mes heures de travail sont... ça fait longtemps que vous faites brutaliser, hein? Oui. Vous avez quel âge, là? Moi, j'ai 42. 42 ans? Oui. Puis vous avez commencé à quel âge à vous faire brutaliser? J'avais 22 ans. 22 ans? Oui. Pierre, est-ce qu'on continue? Parce qu'on doit passer à la pause. Sylvie, si vous avez encore 2 petites minutes, on va à la pause, on vous revient. Notre sujet aujourd'hui, c'est l'art de remettre à plus tard la procrastination qui fait souffrir beaucoup de personnes. Et on poursuit avec Sylvie. Sylvie, oui, vous nous avez raconté là qu'il y avait eu beaucoup de violence. Oui. Alors là, on a un topo plus précis. Je comprends mieux. Alors allez-y là. Je vais vous laisser aller un petit bout. OK, merci. Là, c'est ça. Là, mon fils, il est tourné contre mon conjoint parce que la façon qu'il me traite et puis les mots qu'il me dit, là, c'est mieux, comme ça faisait 3 mois, là. Attendez, lequel qui vous dit des méchants mots? Votre fils ou votre... Ce moment, là. Le conjoint actuel abuse de vous? Oui, mentalement. Comme, il me frappe pas, sauf c'est les paroles qu'il me donne. Comme quoi?
Je suis une bitch. Moi, je suis tout le temps à la maison. Je travaille fort et puis j'ai soin de mes enfants comme à 300% et puis de lui. Puis parce qu'il arrive tard le soir, il arrive très tard et puis je dis, tu sais, voyons Roger, je dis, viens faire chez nous là après l'ouvrage là, comme tu pourrais m'aider un peu. Ah, ferme-le ta gueule, t'es avec une maudite bitch et puis en avant de mes enfants. Oh là là. Ben, j'ai un enfant avec lui, moi. J'ai une fille. OK, une fille. De 13 ans, OK? Et puis, là... Et qu'est-ce qu'il fait, l'épais dans la vie? Il est sur la construction. Il travaille sur la construction. C'est un journalier ou... est-ce qu'il y a un corps de métier quelconque? Oui, il est menuiserie. OK, c'est un menuisier. Oui. Et il est très mal engueulé. Ben, il est bien mauvais, OK? Comme monsieur est bien mauvais, puis cette molle est mauvaise. Il a un caractère... c'est un bon... Ben non, écoute, faites-nous pas rire, là. Ben, j'aime pas abaisser le monde, moi. Non, il s'agit pas d'abaisser le monde. Écoutez, il s'agit de présenter le topo. Ben, moi... Alors, un épais de la pareille sorte vous traite de bitch, ta gueule... Ferme-le ta gueule, puis ferme-le ta gueule, puis il faut que je m'afferme parce que sinon... Sinon, vous vous sentez menacé? Ben, sinon, il casse des choses. Là, il se fâche, comme hier soir, là, c'est pour ça que je vous appelle, parce que hier soir, ça l'a fini de plat, là, comme... Là, il est en train de pacter, là, il est en train de prendre ses choses, s'en aller, mais je me sens coupable. Pourquoi je... Attendez, bonne nouvelle. Pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle dans le décor, on ne l'escamotera pas. Mais pourquoi? Alors, hier soir, qu'est-ce qui a cassé? Ben, pas hier, 2 semaines passées, parce que, regarde, je vais te donner l'exemple. Mon fils, il a pris 40 $ dans ses poches. Il fait tout, là, pour qu'il s'en aille, OK? Oui. Là, il a pris 40 $ dans ses poches, et puis, Roger, il est allé compter son argent après qu'Éric est sorti, et puis, là, il a vu qu'il manquait 40 $. Là, il a capoté. Là, je suis allée voir pour mon fils. J'ai demandé, Éric, c'est-tu toi? Il me dit non, tout de suite. Mais le lendemain, il me dit oui. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Il dit, j'ai payé le bowling pour tout le monde. Il dit, sur papa. Ben, j'ai dit, pourquoi tu fais ça, Éric? J'ai dit, là, je vais lui dire, je suis obligée, mais j'ai dit, tu sais comment Éric dit, comment tu penses que moi, je vais être obligée de dire non, regardez, Sylvie, là, du moment où vous êtes une mauviette, vous défendre, ne vous surprenez pas si votre fils essaie de jouer au petit mari, puis de vous défendre un peu, puis d'écœurer l'autre pour qu'il s'en aille. Là, normal, vous provoquez, vous entretenez une situation, puis là, vous le développez par la suite. Là, le Malabar est en train de pacter. Oui. Il s'en va. Oui. Bon. Et là, madame se sent coupable. Oui. Il n'y aura plus personne pour vous malmener. C'est-tu pour ça? C'est-tu pour ça, docteur? Moi, j'ai besoin là, de savoir... Écoutez, ça fait 2 décennies, là. On rit pas, 22 ans, 20 ans que vous vous faites malmener. Oui. Par le policier, par le oui. Et 20 ans, là. C'est beaucoup. 20 ans de brutalité. Il y a eu la pression. Vous allez ressentir un grand vide. OK. Quand vous en avez pour quelques mois, là, ça va être comme s'il vous manque quelque chose. Il vous manque de la brutalité. Oui. Pas ça, Pierre. Non, il vous manque de brutalité. Qu'est-ce que je fais pour... J'essaie tout le temps en douceur. Je lui dis, parle-y à Éric en douceur. Non, Sylvie. Hey. Mon gars, il a perdu 67 livres dans les derniers 2 mois. Il file pas le jeune. Il file pas le jeune. Non, c'est tout croche, là. Mais et oui. Puis, je lui ai dit, il dit, c'était avec une crotte de nez. Il m'a dit, la pire chose que j'ai pu faire dans ma vie, c'est d'avoir pris une estie de femme avec un estie d'enfant. Ben oui. Bon. Alors là, hier soir, je lui ai dit... Vous êtes situé? Mais comment se fait-il que ça vous prenne autant de temps avant de comprendre? C'est ça qui a fini de là. Hier soir, j'ai dit, garde, moi, je suis même plus capable de regarder. J'ai dit, je suis pas capable d'accepter un homme dans ma vie qui aime pas mon enfant. Non, Sylvie, regardez, sauvez vos larmes pour une autre raison, là. Arrêtez de niaiser, vous avez 42 ans. Ça me tente pas après-midi de vous bercer. Non, c'est parce que je suis fâchée. De parler en douceur, doucement. Non, regardez, Sylvie, arrêtez ça, là. Vous allez d'abord apprendre à vous taire. Et deuxièmement, réfléchir. Okay. Bon. Ça vient d'où, là, qui vous a rendu, avant l'âge de 22 ans, qui vous a rendu vulnérable à autant de brutalité? C'est là qu'on va falloir commencer. Ben, moi, j'ai été élevée d'une famille ma mère était douce avec nous, elle criait jamais après nous, elle était tout le temps avec nous, elle faisait tout avec nous, mais mon père n'était pas là.
J'ai pas été élevée. Sophie. Elle n'a pas été élevée là-dedans. Non. Attendez. Votre père, il était pas là. Il n'a jamais été là. Il a jamais été là. Votre mère a eu combien d'enfants? 5. 5 enfants, le père jamais là. Donc, c'est le laitier et le boulanger. Il est parti, il a quitté? Non, il est parti quand moi, j'ai eu 1 an. Et vous étiez la 5e? J'étais la dernière, La dernière petite fille, ouais. Sylvie? Oui. Quand votre père, il était là, il a fait avec votre mère 5 enfants. Oui, mais il était musicien. Il était jamais chez nous, mon père. Sylvie, il a fait 5 enfants. Il a fallu qu'il... Je vous demande pas ce que vous vous rappelez, parce que votre mémoire vous trompe. Ouais. 5 bébés, il a fallu qu'il pratique au moins une couple de fois par bébé. Il était là de temps en temps. Oui, mais je veux dire pour nous élever, moi. Oui, mais là, OK, il a quitté, vous aviez 1 an. Oui. Bon. Alors, comment ça s'est déroulé? Ben, il y a eu un décès, mon frère. Oui. À l'âge de 10 ans. Oui. Décédé de quoi? Une noyade. Oui. Et puis, ma mère a été 5 ans sans marcher. Un choc nerveux. Oui. Et c'est moi qui ai eu soin de mes frères. À partir des frères. À partir de quel âge? 6 ans. Vous aviez 6 ans au moment où votre mère a perdu l'usage de ses jambes. Ouais. Oui. Puis ma mère, c'était une femme c'était une femme très propre. Puis son ménage, il fallait qu'il soit fait. Je continue. Non, Sylvie, arrêtez de la monter au nu, s'il vous plaît. Non, mais je continue. Ça devient indécent, là. C'est de demander à une petite fille de 6 ans... Non, elle ne demandait pas, là. Non, elle demandait pas. Ah oui, elle demandait pas. Elle demandait pas. Vous l'avez présentée tout à l'heure comme une femme qui était douce, qui était toujours avec nous. Puis là, on se rend compte que votre mère était pas là. Ben, elle était là, elle était chez nous. Elle marchait pas. Elle était 5 ans sans marcher. Oui. Il y a personne qui est venu l'aider. Ben, une adulte, là. De temps en temps. Elle retomberait dans le même schéma. Elle remettrait les barrières, puis elle se laisserait insulter. Oui, puis elle va inconsciemment choisir un batteur de femmes. Ouais. Avec deux, là. Oui. Dans ce temps-là, après 2, là, on arrête tout ça. Un sur l'autre. Et c'est drôle, par exemple, Pierre, le garçon de 16 ans, lui, il réagit. Il réagit, il a été élevé là-dedans. Il a vu la violence du beau-père là, depuis qu'il est tout petit. Ben oui, écoute. Mais il réagit. Est-ce que ça veut dire que lui va s'en sortir? Non, pas nécessairement. Elle est en train La misère démolit. La misère a ceci, c'est qu'elle attire, c'est comme un siphon. Tu comprends? Mais oui. Est-ce que ça vous happe vers le bas? Mais est-ce que ça peut être une victoire? Est-ce que le gars de 16 ans qui dit, là, je l'ai fait sortir, celui-là, est-ce que ça peut lui donner peut-être une certaine emprise sur sa vie? Non, pas tellement, là. Non. Pas tellement. Ça va dépendre. S'il a la chance de fréquenter quelques personnes qui ont de l'allure, ça va l'aider, c'est plutôt ça. Parce qu'il n'y a pas de victoire, là. Non, Alors, remettre les choses à plus tard, tant que c'est pas un problème, ça va. On parle donc de procrastination aujourd'hui, mais il y a des gens pour qui ça devient des problèmes. Ils perdent beaucoup de temps avant d'aller à l'essentiel ou aux tâches qu'ils devraient faire, et même des tâches ou des responsabilités pour leur vie privée. Alors, on parle à Christian. Bonjour, Christian. Bonjour. Bonjour, Christian. Premièrement, j'aimerais vous dire que je vous écoute quotidiennement dans ma voiture, un peu partout. Puis, à l'occasion, je dis à certains, taisez-vous, j'écoute Saint-Pierre-Mailloux. Et j'aime bien les interventions de Manon aussi qui... Janine, pas Manon, Janine. Janine, qui dit en dessous de la table, calme-toi le pompon, docteur. Vous êtes mes rencontres quotidiennes avec moi-même. Et moi, je procrastine énormément. Très énormément. J'ai toujours été comme ça. Puis, à me connaître, j'ai même perçu chez mes enfants qu'il y en a qui procrastinent ou non, juste la façon qu'ils mangent. Je m'explique. J'ai une fille qui mange son glaçage avant la pâte.
Donc, elle procrastine. Non, pas nécessairement. Mais moi, je l'ai perçu comme ça. C'est comme prendre le bonbon. Elle mange le meilleur en premier. C'est comme prendre le bonbon avant le brocoli. Non, vous projetez, voyez-vous, il y a un autre mécanisme de défense inconscient qui est mis en œuvre autour de cette histoire de procrastination, là. C'est le phénomène de projection. Donc, j'ai l'impression que je vous mets en garde contre ce mécanisme-là. Vous aurez probablement tendance à prêter aux autres des attitudes que vous avez profondément enfouies en vous. Non, le fait de manger de glaçage avant la pâte, là, c'est simplement une question de gourmandise. Mais Pierre? Non, moi, je me vois dans le milieu du travail, là, combien de fois que j'ai un agenda, là, puis combien de fois j'ai réécrit la même chose de jour en jour. C'est en plein ça. En prenant le dessert en premier. Oui, mais vous, dans votre cas, c'est différent. En reportant toujours les tâches qui sont moins faciles, moins... Oui, mais dans votre cas, à vous, c'est pour d'autres raisons que le gourmandise. L'enfant peut, à un moment donné, s'il se sent frustré par sa mère, peut retarder le temps de l'élimination, peut se retenir de faire sa crotte afin de faire suer sa mère, la faire choquer. Comprenez-vous? Mais c'est dangereux, ce petit jeu-là, parce qu'il peut recevoir une maudite claque ou sa mère peut se désintéresser de lui ou il peut craindre que sa mère se désintéresse. Oui, mais la seule personne que tu fais chier là, dans ta procrastination, là, c'est toi-même. C'est ça. Alors, votre mère est entrée en dedans de vous, et là, vous lui donnez la monnaie de son change. Elle a été incorporée en vous. Parce qu'elle n'est plus là, mais elle est en dedans de vous. Donc, Christian se dispute, se chicane lui-même de ne pas faire ces choses aujourd'hui. Oui. Il va encore faire l'affaire, va se faire disputer lui-même le lendemain. Oui, pour possiblement punir sa mère qui était introjectée. Elle aime la loterie. Ah oui. Ouais. 600 $ par mois. OK, on a compris. 600. On a compris, Christian. Bye. Bye. Merci. Les questions aujourd'hui de procrastination, remettre ce qu'on doit faire à plus tard, puis des fois c'est remis très très loin dans le temps. Il y a un procrastinateur. Il dit, je suis pas paresseux. Il dit, je suis mal organisé. J'ai un manque de discipline. Ça fait partie de son analyse. Il dit, j'ai regardé ça dans tous les sens. Il dit, ma vie consiste à me faire plaisir. Il se fait plaisir d'abord et il tente de moins souffrir. Mais il passe, par exemple, le plaisir, au lieu de faire la vaisselle, au lieu de faire les impôts, au lieu de faire du sport, il va aller vers une émission de télévision. Puis ça, il a commencé à enrayer ça parce qu'il dit, j'emboutis des heures. À regarder la télévision, je veille très tard, je suis pas en forme pour faire mes affaires le lendemain. Il analyse que c'est lorsqu'il était petit, on lui commandait tout le temps des choses. Aujourd'hui, là, il y a de la misère à se commander à lui-même. Y compris de faire sa crotte quand la mère avait décidé que c'était le temps de la crotte. Ça, c'est possible, mais il peut pas, il le dit pas. Le contrôle du sphincter, le contrôle maternel peut être, dans bien des cas, absolument toxique. Et la manifestation ultime du contrôle maternel, c'est le contrôle du sphincter de l'enfant, son sphincter anal. Et j'ai pas envie de dire quand je parle de ça, c'est pas une joke, là. Cette partie-là, moi, j'ai bien de la misère à comprendre dans la tribu. Comment ça se fait que les mères sont folles sur le contrôle Est-ce que c'est de encore l'anus comme ça, du gamin? Ça, là. Est-ce que les jeunes femmes sont encore comme ça? Je sais pas, mais il y a eu des générations avant où ils étaient folles de l'anus. Ça n'a pas de maudit bon sens. On a entendu plusieurs témoignages en ce sens. Là, il va falloir attendre 20 ans encore pour savoir quel est l'état, là. Je ne sais pas. C'est une bonne question. On me semble qu'on n'entend plus ça. Les mères acceptent que leurs enfants portent une couche un petit peu plus longtemps si besoin est. Puis j'espère que tu as raison, toi. Il me semble, en tout cas. Ou on l'avoue pas, parce que ça fait ancienne méthode, là. Forcer l'enfant à aller sur le petit pot. Alors, on parle à Éric. Bonjour, Éric. Bonjour. Bonjour, Éric. Bonjour. J'ai 29 ans. Oui. Je me suis senti assez concerné par le sujet quand vous en avez parlé parce que dans à peu près tous les domaines de ma vie, là, je considère que je procrastine beaucoup. Mm-hmm. Surtout quand je m'aperçois que ça touche comme mes sentiments. Oui. Par exemple, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un et que je le sais là que
ça peut me causer, là. Et là où j'ai trouvé ça peut me causer quoi? Finissez votre phrase. Ben, aussitôt il faut que je parle du cœur ou au cœur, là, comme on pourrait dire. C'est dans ce temps-là que j'ai tendance à remettre à plus tard parce que j'ai un peu peur que ça fasse mal, là. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand vous avez parlé de le contrôle de l'anus avec ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça parce que je suis né avec un handicap physique. Quand je suis né, j'avais pas de rectum. Oui. Et puis, encore jusqu'à aujourd'hui, c'est un problème qui me suit, là. Oui. Aujourd'hui, les résultats de ça, c'est une fistule recto-anale, là. Uréto-rectale, entre l'urètre et le rectum. C'est ça. Qui persiste? Pardon? Vous avez encore une fistule? Oui. Et ça veut dire qu'il y a de l'urine qui peut passer par votre anus? Et vice-versa. Et vice-versa? Oh boy! Et cette fistule-là n'a jamais été corrigée? Bien, non, parce que quand j'avais 6 ans, c'est là que ça s'est déclaré. À 7 ans, on m'a fait passer une panoplie de tests et des jours à l'hospital. Finalement, ça l'a jamais... attendez un peu, là. Oui. Vous n'aviez pas de rectum à la naissance, ils vous en ont fait un, c'est ça? Ils m'en ont fait un, en 1975. Mais en vous construisant un anus, il s'est fait une fistule dans l'urètre. Est-ce que je comprends bien? Oui. On m'a dit par la suite que ça avait été mal fait. Oui. Et ça peut pas être repris, ça, une chirurgie comme ça? Ben, on m'a dit que oui, mais que c'est vraiment quelque chose de très lourd comme opération. Oh, écoute ça. Là, il faut s'adresser à des artistes. Oui. Là, c'est plus de la chirurgie, c'est de l'art. Qui vont créer... C'est là qu'on... La médecine, à un moment donné, les amis, c'est plus des connaissances. Ça devient un art. Et lorsqu'il s'agit de corriger des défauts de la nature comme ça prend tout qu'un artiste pour vous réparer ça. Alors, trouvez-le. Un urologue, Pierre, qui est spécialiste des chirurgiens, qui est spécialisé en quoi pour aller là-dedans? Non, c'est un artiste. Oui. En fait, je dois avoir vu au moins une dizaine, une douzaine de spécialistes qui ils se renvoyaient tout le temps à la balle. Ils n'ont pas voulu jouer là-dedans parce qu'il y a un danger d'empirer la condition. C'est ça. Et ça, ce qu'a dit la dernière personne qui semblait vraiment désireuse de m'aider, m'a tout simplement dit qu'il y avait des risques énormes, là. De complications. La job est pas garantie, puis maintenant, avec toutes les poursuites contre les médecins, quand ça s'annonce un peu compliqué, la plupart des médecins font dans leur froc. Ils vont laisser le patient sur la touche. Ben oui. Bon. Que ça donne de se faire derrière pour essayer de corriger cette fistule-là au risque d'être poursuivi, alors qu'on sait très bien que les chances de réussite sont quoi, de 20%? 30%? On me les a pas dit. On vous a même pas dit ça? Non. Mais tout ce que je sais, Janine, c'est que je connais assez la médecine pour dire que dans des cas comme ça, là, on est dans le domaine du grand art. Oui. Et moi, alors, c'est soit un plasticien, un urologue, un chirurgien, peu importe. Peu importe la spécialité, la sous-spécialité ou la surspécialité chirurgicale. Ça prend là un grand artiste. OK. Alors, il faut le trouver. Et qui est prêt à courir le risque. Puis peut-être à partager le risque avec Éric aussi. Vous parlez des poursuites. C'est sûr que ça doit refroidir certaines initiatives médicales. Ça, c'est clair. En termes de temps d'opération, est-ce qu'on a déjà fait allusion combien de temps ça pourrait prendre, une opération comme ça? On m'a dit une opération peut-être de 8 heures avec au moins 2 mois sans me lever d'un lit. Là. C'est ce qu'on m'avait dit la dernière fois. Et de la peau, hein? Mais il faut revenir à la charge, je pense, Pierre, dans des dossiers comme ça. Dans le temps. S'il vous plaît. Si Éric en a le goût. Je ne sais pas. Moi, savez-vous pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les techniques se raffinent. Parce qu'ils découvrent toutes sortes d'affaires continuellement. Je me dis, tu laisses ça 2 ans de côté, puis tu reviens, tu recommences à faire des... Je dis juste ça comme ça. Hein? Parce que, Janine, si jamais ça floppe, et c'est pire après l'opération, c'est Éric qui est pogné que le problème. C'est sûr. Alors, c'est pour ça que c'est lui qui doit faire les démarches s'il juge que c'est... D'où l'absence de soutien de ma part. Et moi aussi, je dis un vœu, là. Oui, mais là... Va pour le vœu, Janine. OK. Ça, là, on lui souhaiterait... Allez-y, continuez. On va pouvoir vous écouter. C'est ça. Parce que de toute façon, là, l'attitude que j'ai adoptée face à ça, l'opération, je me suis dit, le jour où je serai en urgence, on y verra, mais présentement, je vis avec. Exactement, Éric. Je pense qu'à un moment donné, j'aime votre façon de penser. Si ça se détériore, puis à un moment donné, on n'a plus le choix, ben là, on essaiera de trouver un artiste. Ça, parce qu'il y en a, je pense, qui s'inquiètent plus que moi en me disant il faut, mais c'est que... Ah, avez-vous remarqué, mon petit Éric, j'ai pas tombé dans le panneau? Le vieux loup, il est dur à attraper.
Mais vous avez quand même fait pas mal de démarches, Éric, c'est ça, là? Oui. À trois grandes reprises, là, dans ma vie. Ah, oui. Bon. Écoutez, mais s'il y a urgence, vous n'aurez pas le choix, ben là, vous tenterez le tout pour le tout. Je connais assez la confrérie médicale pour vous dire qu'écoutez, on vous envoyait voir les meilleurs, mais peut-être pas nécessairement les plus braves. Non. Mais souvent, les meilleurs, Janine et Éric, dans ce domaine-là, sont des individus très discrets. C'est pas des grandes gueules comme moi. Tu sais, c'est ça que j'ai remarqué. Moi, j'ai côtoyé des chirurgiens, des artistes en chirurgie, puis t'aurais jamais pensé ça. Très humble. Discret, ils crient pas, se secouent pas les plumas. Ils sont concentrés sur leur art et ils perfectionnent, puis ça s'arrête là, ils trippent là-dessus. Pour être un artiste, faut que tu trippes là-dessus. Faut que tu trippes sur ce que tu as à faire. Là, par exemple, oui. Alors, Éric, est-ce que ça fait partie de la procrastination pour vous que de reporter ça, ou mais c'est d'autres dossiers, là? Ben, ça, mais c'est surtout quand ça touche vraiment à ma vie personnelle. Oui. Ouais. Mais, voyez-vous, c'est ça, je me demandais si ça avait vraiment un lien. Parce que moi, je sais pas si c'est dû à une opération, le fait que mon problème de rectum pas... Vous savez, Éric, vous posez une sacrée bonne question. Le fait que je n'ai pas de contrôle sur mes capacités d'élimination, est-ce que ça peut influer sur mon psychisme? Parce que j'ai eu une réflexion. Vous avez une excellente question. J'ai eu une réflexion quand j'étais petit, étant donné que c'était un rectum refait, c'était plus petit, ça faisait souvent très mal pour aller à l'hôtel. Alors, la crainte d'aller, souvent, me faisait que je me retenais. Et j'ai l'impression aujourd'hui que pour ce qui est de mes sentiments, des fois, c'est un peu la même chose. La crainte d'avoir mal. Génial comme réflexion. Vous êtes brillant comme un singe, vous. C'est que la douleur rectale, peut facilement être le pendant de la douleur, de la souffrance causée par la mère. Ben oui. Alors, la douleur rectale cause un inconfort qui va influer sur l'activité mentale. C'est bien sûr. C'est bien sûr. Ah, mais c'est ce que j'ai pensé. C'est une bonne réflexion. Mais s'il le comprend, Rick, comme ça. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait de l'hérédité aussi avec ça? Parce que mon père, il est très procrastinateur aussi, mais lui, je pense pas qu'il y a vraiment un problème de rectum. Ouais, ben, on lui en a peut-être causé un problème d'élimination. Ça, je le croirais. Hein? Donc ça, je le croirais. Vous savez, je vous dirais ceci, au bénéfice des auditeurs, pas uniquement pour vous, là, mais un petit enfant, un petit être humain, le premier contrôle qu'a un petit être humain, c'est sur sa fonction d'élimination des selles. C'est le premier moment où il va contrôler un petit quelque chose dans sa vie. Et souvent, on lui dérobe ce premier moment-là. Il y a beaucoup de mères épaisses qui vont même partir en guerre, qui vont dire non, c'est pas toi qui vas contrôler ton anus, c'est moi la mère, c'est moi qui décide. C'est moi qui va te crotter comme... Et la délicatesse d'une mère, c'est simplement comprendre que cette fonction d'élimination-là, c'est le premier petit contrôle qu'un être humain va peut-être ressentir dans sa vie. Et c'est très intime, tellement intime. Pierre, mais ça vient après la marche. Tu sais, le petit être humain, comme vous dites, il commence déjà à avoir un certain contrôle sur ses jambes, sur sa motricité. Mais ça, c'est ce qu'il y a de plus intime après. Non, c'est automatique. La marche est automatique. C'est ça, c'est moins... pas de contrôle. Ça pousse dans le derrière. Ça pousse la marche, puis on n'a pas de contrôle là-dessus. Non. On ne contrôle pas ses jambes. C'est la maturité. Ça se fait tout seul. Okay. On est dans le domaine des automatismes. Tandis que la fonction d'élimination par l'anus, ça, c'est pas un automatisme. Il y a un certain contrôle. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment le premier contrôle et non sur l'équilibre. C'est le premier. Je pense pas qu'il y ait grand psychologue ou psychiatre qui vont m'obstiner ce après-midi. C'est le premier petit contrôle de l'enfant. Et souvent, plus souvent qu'autrement, ça dégénère en guerre avec la gardienne puis la mère. Mais oui. Comment ça se fait que tu t'es pas contrôlé? Ben oui. Puis ce qui arrive, c'est qu'on reproche à l'enfant. Dans certains cas, on va lui reprocher de ne pas contrôler. Tu comprends? Oui. Oui. C'est d'avoir fait dans sa couche. Un petit enfant, il regarde la mère ou la gardienne. Il comprend rien là-dedans. Alors, tant qu'il n'a pas acquis cette sensation de contrôle-là, il comprend rien. Quand il l'acquiert, là, c'est l'adulte qui veut décider. Écoutez, faites-vous une idée, les tarlaves? Bye, mon Éric. Merci. C'est vous, la boutique.
Remettre à plus tard, dans certains cas, c'est être inspiré, parce que finalement, la tâche que tu devais faire, elle est plus justifiée un mois plus tard. Bon, dans certains cas, c'est une bonne chose. Mais quand ça atteint ton estime de toi, tu te dis, je suis un être improductif, je suis incapable de planifier, je suis pas capable de m'imposer à moi-même certaines tâches. Là, tu te dis, ça cause un problème de procrastiner, c'est-à-dire de remettre à plus tard. Tu fais allusion au problème d'autodénigrement. Oui. Qui peut faire suite, être dans la même foulée que tous les commentaires que beaucoup de mères servent à l'enfant qui s'est échappé ou qui a pas fait sa crotte quand c'était le temps. Il remet ses petites culottes puis il fait sa crotte dans ses petites culottes. Et là, l'abondance de reproches, t'as fait de la peine à maman puis alors c'est l'autodénigrement qui a été incorporé. C'est une période clé. L'entraînement à la propreté chez les petits blancs d'Amérique est un maudit problème. On en a fait un plat dans notre société. J'ignore jusqu'à quel point on continue d'en faire un plat. Ça me surprendrait qu'il y ait eu des gros changements. Je sais pas, Pierre. Mais on écœure les enfants, et particulièrement sais-tu pourquoi qu'on écœure plus les petits gars avec ça? Parce que les petits garçons prennent le contrôle là-dessus un petit peu plus tard. Les sphincters... C'est pas qu'ils prennent le contrôle. C'est neurologique. C'est pas qu'ils prennent le contrôle. C'est que la maturation neurologique plus tard, hein? de l'anus, des nerfs qui vont à l'anus, est plus tardive chez les petits garçons que chez les petites filles. Alors, ceux qui ont élevé des enfants qui connaissent ça, se sont aperçus que les petites filles sont propres plus facilement, plus tôt que les petits garçons. Absolument. C'est pas parce que les petits garçons veulent plus faire chier leur mère. C'est parce que les petits garçons ont une maturation neurologique plus lente à ce niveau-là que les petites filles. C'est une caractéristique biologique. À partir du moment où tu sais ça. Mais il y a une mère qui nous envoie ici. Elle dit, autrefois, peut-être que les femmes lavaient les couches en tissu. C'était des corvées. Peut-être qu'aujourd'hui, avec les couches de papier, ça change la donne. Rien peut-être changé. que les mères sont moins pointilleuses là-dessus. Pas du tout. Il y avait la couche de papier. Pas du tout. J'achète pas cette histoire-là parce que jadis, naguère, il y avait des femmes qui étaient extraordinaires pour élever des bébés. Alors, ça n'a rien à voir, c'est simple. Écoute, non, ça n'a rien à voir avec le lavage de couches. Ben, disons, dans le cas de mères qui étaient moins patientes, là. Peut-être qu'elles accéléraient. Ah bon, non. C'est des mères contrôlantes. Alors qu'aujourd'hui, avec le papier. C'est la bonne femme contrôlante du Québec. Pas toutes les femmes sont comme ça. Mais c'est qu'il y avait un gros pourcentage de femmes québécoises ont la manie du contrôle. Puis ça commence où? Avec le sphincter anal de Tipit. Plus le poids de société aussi. Une mère qui réussissait pas moi, j'ai cru entendre à plusieurs reprises des mères qui disaient, tu sais, mais oui, mais toi, comment ça fait que t'es pas capable de le mettre propre, là? On va te montrer, moi. Il y avait un poids, il me semble, culturel. C'est pas le poids culturel, c'est la manie du contrôle. Puis c'est une façon de mater les enfants. Elles ont tout à fait raison, les contrôlantes. La plus belle façon de commencer à mater, particulièrement un petit garçon, c'est de commencer au pot. Alors, on parle à Caroline. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour. Bonjour, Caroline. Bonjour. C'est ça, votre sujet m'interpelle aujourd'hui parce que, jusqu'à très longtemps, là, je peux me souvenir là, d'avoir procrastiné là, sur bien des choses. Là. Même étant au cégep, je remettais toujours là, les travaux à la dernière minute. Là. Je les faisais le soir, la veille, mais j'avais toujours là, d'excellentes notes, etc. Bon, il y en a qui disent à ça, Caroline, dans l'article que je mentionnais au début, que il y a des humains qui travaillent sous l'adrénaline. Oui, il faut qu'il y ait des deadlines, comme on dit, les échéances serrées, puis là, ils sont performants. Pierre, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un bon exemple, Caroline. Beaucoup d'étudiants sont pris avec ça. Oui. Puis... L'adrénaline, c'est pas tout à fait ça, là. Quand t'as l'échéance, le lendemain, les étudiants, ils prennent du café. Elle n'avait pas besoin de ça. Il y a des individus qui ont besoin de ça parce qu'ils sont trop lymphatiques, sont trop mous. Mais je pense pas que ce soit le sens que vous voulez donner, Caroline. Non. Je sais pas vraiment pourquoi je faisais ça, mais à chaque fois, je me disais, bon, la prochaine fois, je vais commencer à étudier tout d'honneur, je vais le faire à l'avance, mais je le faisais jamais. Je sais pas pourquoi. Et par la suite, quand j'ai commencé à travailler, tout était parfait encore au travail. Là, j'étais professionnelle là, parfaite, rien à dire. Puis on me donnait de plus en plus de tâches. Mais c'était plus du côté personnel. Donc, ménage à la maison. En plein ça. Ça, c'était plus difficile. Lavage, j'avais des piles de lavage. Je les faisais pas. Au lieu de les faire, j'allais m'acheter des vêtements. Oui. Ça allait vraiment jusque-là. Ça peut aller loin, effectivement.
Et ça allait aussi... Caroline, j'entends roucouler à côté de vous, là. Oui. Parlez-nous de ça. C'est ça, là, j'ai 2 enfants. J'ai une fille de 3 ans, puis une de 6 mois. Oui. Puis, disons que depuis que j'ai des enfants, là, ce problème-là est plus existant, là. Davantage ou moins? Non, en tout cas, avec mes enfants, c'est certain que je ne l'ai pas, là. Tout est fait tout de suite, là. Il n'y a plus... Comment je pourrais dire ça? On dirait que... Comme si vous étiez au travail. Comme si ça faisait partie de votre travail. Peut-être le travail a été combiné à la vie personnelle. Donc, ça, je sais pas, peut-être en combinant les deux que ça fait un changement. Comment avez-vous réagi à l'entraînement à la propreté de la petite de 3 ans? Et comment vous vous êtes senti? Ma petite de 3 ans, elle a eu beaucoup de problèmes de constipation. Donc, je sais pas pourquoi, mais moi, j'étais très, très sensible à ça. Et puis, il n'était pas question là, que je la force à le faire. Là, comprenez-vous? Je prenais mon temps, même si ça prenait 1 heure sur la toilette. J'étais à côté d'elle, puis j'attendais qu'elle le fasse. Puis j'attendais, puis si ça marchait pas cette fois-là, et on retournait. Que disait votre mère de votre stratégie? Je sais pas trop, mais j'ai déjà vu... ma mère, elle a déjà gardé des enfants quand j'étais jeune. Puis j'ai déjà vu agir avec une petite fille, aussitôt que, en tout cas, elle avait fait pipi sur le divan. Puis la petite fille, elle avait eu la fessée là, à ce moment-là. Hein. La petite fille avait quel âge? Même pas 2 ans, là, je pense. Est-ce que vous savez que c'est criminel, ce que votre mère a fait? Sûrement, oui. C'est pour ça que j'ai souvent la réticence. Et vous savez, vous avez pris votre problème. Imaginez-vous donc ce qu'elle a fait à la petite qui a uriné sur le divan. Vous l'avez eu, moi, je me souviens... Ce traitement de faveur-là, vous l'avez eu. Qu'est-ce que vous alliez dire? Je me souviens d'une fois, entre autres, mais ça, j'étais beaucoup plus vieille. Par exemple, j'avais comme 4-5 ans. Puis, je me souviens, c'était niaiseux, là, mais on s'était amusé, 2-3 enfants, à faire nos besoins dans la cour. Besoin à uriner ou à déféquer? À déféquer. Oui. Puis on s'était mis à faire ça, et puis mon père, en tout cas, se demandait toujours, il trouvait des excréments dans la cour, puis il pensait que c'était un animal. Puis à un moment donné, ma mère a trouvé que c'était nous qui avait fait ça. Puis elle m'avait prise. Je pensais que j'étais pour marier pour la vie, puis ça n'a pas marché parce qu'il n'aimait un autre. Il voulait rester avec moi et avec sa blonde. J'ai pas accepté ça, j'ai pris mon enfant, je me suis en allé. J'ai été 5 ans seul. Oui. Puis là, à un moment donné, il m'a rencontré une autre. Et là, il avait 12 ans plus que moi. Oui. Là, j'ai dit, enfin, je vais rencontrer l'homme de ma vie. Il était charmant. Il cachait ses défauts. C'était un ivrogne, mais un batteur de femme. Alors, je l'ai collissé là, excusez l'expression. Hey, c'est ça qu'il fallait faire. Bon, puis là, je me suis relevé. Puis comme je n'étais pas instruite, j'essayais de travailler, puis je me trouvais pas d'ouvrage. Je faisais sur l'aide sociale. Puis je travaillais en dessous de la table, puis j'avais soin de mon enfant. Correct, ça. Parfait. Ça, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je travaillais pour les Vous avez gros bien riches. fait. Mais gros riches, je m'en collissais, moi, c'était l'argent pour amener du pain sur la planche à mon enfant. Yes. Oui. Puis mon enfant, j'étais à la bibliothèque, je suis pas instruite. Puis là, je prenais des livres, puis je parlais de l'Égypte, puis elle aimait ça, puis... Ah, ouais. À 38 ans, j'ai tombé grand-mère. Ah, oui. La pauvre petite fille a fait de l'amour une fois avec un gars. Il l'a parti enceinte. En plus, c'était une mulâtre. Bon. Là, j'ai eu toute la famille sur le dos. Non. Et là, moi, je les ai envoyés chier. Excusez l'expression, là. Puis là, je me suis relevé, il mange encore une fois. Marie, je serais très malvenu de vous faire des reproches sur votre langage suite à ce que Guillaume Lapage a dit à Denise Bombardier. Comment je vais? Fait que là, écoutez, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais, Pierre, une chose, on va dire à Marie, elle ne remet pas les problèmes à plus tard. Non, elle oui, fait face. Oui. Ouais. Puis là, Allez, Marie, terminez rapidement.
Quand ma fille, elle a eu 30... Marie, vous appeliez pourquoi, là? Je l'appelle pour dire que les femmes du Québec, ils me choquent, ils pensent à leurs enfants. Parfait! Message passé, Marie! L'art de remettre à plus tard, on dit l'art, mais ça peut être un mot juste de problème que de remettre les choses à plus tard quand tu as des tâches qui te sont assignées, quand tu dois prendre tes responsabilités. Donc la procrastination aujourd'hui, on serait 20% d'adultes à souffrir de ça, mais de façon chronique, à jamais être capable de s'en sortir. Oui, effectivement. Alors il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles sentent que les autres veulent exercer un contrôle sur elles, vont venir réveiller un contrôle excessif déjà vécu avec une personne signifiante, entre autres la mère. Oui. En bas âge. Et à nouveau, on va me dire, Mayou, encore, blâme les mères. Non, Mayou ne blâme pas les mères. Il est simplement en train de vous dire que le rôle maternel est un rôle déterminant dans la vie de la plupart des petits êtres humains. Et pour très longtemps. Oui, parce qu'on a des appels, des gens de la trentaine. S'il vous plaît, arrêtez de m'écœurer avec vos commentaires stupides à l'effet que je blâme toujours les mères. Je ne blâme pas toujours les mères. Je dis que le rôle de la mère est extrêmement important. Y a-t-il une petite différence entre les deux, Janine? Elle est énorme. Elle est énorme, Pierre, mais... Il me semble que c'est assez évident. Bon, bateau. Alors, on parle à Stéphane. Bonjour, Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour, Stéphane. Bon, je suis un petit peu nerveux, mais... Oui. Et que nouveau, cette nervosité? J'ai déjà appelé, puis j'étais nerveux comme ça, là. Ah oui? Oui, j'avais dit que je shakeais pas mal, là. C'est vrai? Et là, cet après-midi, vous appelez pourquoi? J'appelle parce que je procrastine beaucoup. Oui. Et ça vous embête? Oui. Ça vous pose des problèmes? Oui. Ça, c'est au point de vraiment de faire échec à mes projets, là. Ah oui? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par je procrastine beaucoup? Expliquez-nous ça. Ben là, comme en ce moment, j'ai un travail à faire là, pour quelqu'un, un projet, puis là, j'ai de la misère à me mettre dessus. C'est comme si j'avais une souffrance à commencer quelque chose. Je sens une souffrance à commencer. Ça brûle. Oui, c'est vraiment un effort là, important. Une souffrance. Quel âge avez-vous, Stéphane? 37. 37 ans. Et Pierre, depuis quand, oui? Ce que Stéphane soulève ici, échec à ses propres projets. C'est ça? Ça met en jeu, donc ça va loin. Donc. Oui. Ça, c'est pas anodin. Non. C'est loin d'être anodin, ça dont on parle. Parlez-nous un peu de cette souffrance-là, ça m'intéresse. Ça vient quand je commence le projet. Là. Disons que je fais d'autres choses, il faut que je m'assoie pour commencer quelque chose. Là, je sens comme une résistance forte en moi. Là. C'est comme... oui. C'est un mélange de résistance et de souffrance. Oui. Exactement. C'est bien articulé, ça. Continuez. Puis, depuis quand que vous avez ça, là? Attendez un peu, on va remonter un peu le courant. Je n'ai pas de souvenir. J'ai juste pris conscience de ça dans les dernières années, là, mais le souvenir avant ça, je sais que j'avais beaucoup de souvenir. Je ne faisais pas les affaires que j'avais à faire. Je suis tenté de faire un lien avec ma mère, bien sûr, parce que vous en parlez souvent, mais... Ben oui, c'est de ma faute, hein, c'est sûr. Les maudites mères, hein, sont responsables de tout. Là, vous allez encore déclencher toute une avalanche de courriels, là, où on va me dire, le maudit Mayou à mère, il blâme tout le temps la mère. Puis on le sait, tout est de la faute de la mère. Mais Stéphane parle de sa mère. Alors que toutes les mères ne se sentent pas nécessairement visées, mais Stéphane parle de sa mère ici. Et il peut y avoir un lien. Ben oui, mais là, il a fait le lien à cause de moi. Là. C'est pas que j'en parle. Autrement, il n'aurait jamais fait ce lien-là. Parce que quand vous posez la question à Stéphane, depuis quand vous sentez ça, cette résistance, cette souffrance-là, à l'école, est-ce que quand tu commences à l'école, en première année, ça commence à se manifester? Est-ce qu'on, ça peut, on a la mémoire de ça la première année? Pas nécessairement. Mais non. C'est là, on dirait que ma mémoire, mais je suis assez perspicace, là, puis on dirait que ma mémoire le sait, fait que elle laisse pas passer grand-chose. Hein. Ouais. Je me suis forcé, je travaillais intensément, puis on dirait que je faisais un effort, puis après un bout de temps, j'étais constipé. Tout à fait par hasard. Ben, oui. Alors, j'ai fait un effort, et puis je suis devenu constipé. Ben, c'est un hasard, c'est un pur hasard. Ben, ça n'a rien à voir, diront les dames de Sainte-Anne.
pour en revenir à ma mère, moi, je me souviens que plus jeune, là, ma mère me disait d'aller me coucher, puis moi, j'écoutais la télévision, puis j'y allais pas. Elle me disait de venir manger, puis encore, je restais devant la télévision, je faisais ce que je devais faire. On disait que ça... C'était pour lui tenir tête. Oui. Dans un but d'opposition, peut-être? Pardon? Mais je suis bien content. Attendez un peu, j'ai manqué ce que vous avez dit, là. Laquelle? Que ma mère, elle me disait de venir manger, puis j'allais pas manger, là. J'étais devant la télévision. Oui. Puis, on dirait que... C'est ça, là, ça me prenait un effort pour... il fallait qu'elle fasse... Il fallait quasiment pas qu'elle se fâche, mais qu'elle vienne me le dire 2-3 fois, là, avant que j'arrive. Finalement, vous écoutiez pas au doigt et à l'œil. Ah, loin de là, aussitôt que c'était un ordre de ma mère, j'en suis conscient, là, qu'elle donnait des ordres beaucoup, puis aussitôt qu'elle donnait un ordre, c'était quasiment une raison pour moi de ne pas le faire, là. Votre mère donnait des ordres beaucoup. Ben non, ça se peut pas. Il n'y a pas de femmes qui font ça au Québec. Je sais que c'est la seule. Là. Mais non, on est dans un système patriarcal. Les femmes sont à quatre pattes. Ils obéissent aux hommes. Là, c'est quoi ce discours-là après-midi? Je vais tout mêler, moi, là. Je deviens dingue dans la tribu. On n'arrête pas de dire que c'est un système patriarcal au Québec. C'est les hommes qui mènent. Puis là, vous me dites, votre mère arrêtait pas de donner des ordres. Ouais. Vous êtes un beau vous après-midi? Ça m'arrêtait comme ça. Oui. Oui. Il y a uniquement votre mère. Votre mère était exceptionnelle. Il y a juste elle qui passait son temps à donner des ordres. Je vous le dis. Ça explique pourquoi ça explique peut-être pourquoi j'ai de la misère à travailler avec dans un milieu où est-ce que c'est quelqu'un me donne un ordre, là, je suis résistant, là, je suis reculant. Là. Ben oui. Alors vous êtes devenu allergique aux ordres parce qu'elle a abusé de son autorité en bas âge. Oui. Hein? Et les ordres viennent d'un homme, d'une femme. Est-ce que ça fait une différence? C'est de la façon, je pense. OK. La façon que c'est dit. C'est probablement un homme, dernièrement, c'est moins pire. Là. Oh oui, c'est moins pire quand ça vient d'un homme. Quand ça vient d'une femme, là. Votre père commandait moins? Ici, non. Il y a une autre dimension, là. Comment vous trouvez ça, vous faire bosser par une femme? Ah, ça dure pas longtemps. Hein? On n'est pas capable. Je m'en tire assez vite, merci. Ouais. Et vous n'êtes pas le seul. C'est un maudit problème, ça, que personne n'ose aborder. Mais Pierre... Je l'ai abordé une fois avec le Grand Blond, avec l'émission de La Brèche, là. OK, ouais. Et puis, il est allé me demander ça, tu sais, si j'accepterais d'être bossé par une femme. J'ai carrément répondu non. Les gens, spontanément, dans le studio, m'ont hué. Ouais. J'ai dit non. Je prends pas d'ordre d'une femme. Pierre, vous dites je prends pas d'ordre d'une femme. Par contre, s'il y a un échange, à ce moment-là, ça va passer. Tu sais, il y a un échange, il y a une négociation, il y a une relation où c'est deux personnes égales, un homme et une femme qui parlent question de travail, n'importe. Des ordres, c'est à des ordres que vous réagissez pas. Oui, c'est ça, des ordres, c'est une bosser par une femme, c'est inadmissible. Il y a personne dans la société qui ose dire ça. Parce que en dehors de toute procrastination, une réaction masculine très particulière au fait de recevoir des ordres de la part d'une femme. Mais ça dépend comment c'est passé. Non, des ordres. Des ordres, peu importe la façon, des ordres d'une femme. Oui, mais il y a des femmes un ordre, c'est un ordre. Il y a des femmes qui vont très mal réagir aux ordres, mais ils vont faire du travail quand c'est demandé d'une façon humaine, non? Non, des ordres humains. Un ordre, c'est un ordre, là. Écoute, j'étais dans l'armée, un ordre, c'est un ordre. Pour en venir à ma procrastination, là, j'ai beau avoir conscience que ma mère a donné des ordres, puis là, c'est encore là, c'est encore présent, là, je sais pas vraiment comment dealer avec ça. Ouais. Pourquoi qu'elle vous donnait, pourquoi qu'elle avait tendance tant à vous... Elle voulait quand même garder sous son contrôle, là. C'est en plein ça. Pourquoi? C'est probablement pour lui faire plaisir à elle, là. Ouais, pour ça. J'ai pas... parce que je sais que l'émotion que j'ai, là, il y a des fois, là, avec votre émission, j'ai pris conscience là, qu'il y avait des émotions dans le moi, puis une de celles-là, c'est par rapport à ma mère. Puis il y a des moments où est-ce que... là, vous allez avoir encore des avalanches de courrier, mais c'est... Des fois, j'ai l'impression que... Je sais pas, je vais le dire, là, mais... Comme j'ai l'impression que j'aimerais tuer ma mère, mais je trouve que c'est pas assez fort comme expression. Là. Le plus proche que ça peut aller, ça pourrait être détruire. Détruire ma mère. Puis des fois, c'est une émotion que j'ai dans le moi, puis là, peut-être un autre moment, là, ça disparaît. C'est allé loin, ce qui s'est passé entre eux. Ouais. Alors...
là, je sais que, mais là, j'ai de misère à faire le lien. C'est ça, comme on dirait, je serais capable de me souvenir là, d'un moment. Non, il n'y en a pas de moment particulier. Si vous cherchez le moment traumatique, probablement qu'il n'y en a pas. C'est l'attitude répétée des milliers de fois de votre mère. Et il y avait eu les ordres, il y a eu le contrôle, et il y a eu l'attaque à votre sexualité, fort probablement. Parce que je me souviens à l'adolescence, là, c'est bizarre, mais ma mère, elle me confrontait au lieu de... Jusqu'à l'adolescence, j'étais moins fort qu'elle. On faisait un jeu là, de se prendre les mains dans les mains puis essayer de tordre le poignet de l'autre. Là. Puis jusqu'à l'adolescence, elle a gagné, mais à un moment donné, quand c'est moi qui m'ai gagné, là, ça fait comme comment c'était les affaires. Hein. Votre mère se mesurait à vous physiquement jusqu'à l'adolescence? Oui. Sous forme de jeu, là, bien sûr. Oui, on a très bien compris. Puis il y a un moment où est-ce que je la taquinais, puis étant donné que j'étais rendu plus fort qu'elle, c'était comme notre moyen d'interaction. Je la taquinais, puis je la pinçais, puis à un moment donné... Elle a pris un couteau? Oui. Elle pointait vers moi, là, puis... On somme une bonne mère québécoise, Stéphane. Ben Pierre, je suis pas sûr que les mères sortent tout le couteau, là. Hein? Une bonne mère québécoise, une autre de ces charmantes mères. Ben, c'est sûr que sur le coup, ben là, elle se reprenait, elle se rendait bien compte que ça n'avait pas d'allure, mais quand même, on voit bien là qu'il y avait... Et devinez ce qu'elle voulait faire avec le couteau? M'écraser, là. Non. Me choper. Pardon? Me choper. Oui, vous te chopez quoi? Je t'envoie la ceinture, M. Mayou, ça. Yes! C'est un coup bas. Bye, Stéphane. Merci d'avoir appelé. Bonjour, ça va rendre service à bien du monde. Mais Pierre... Que j'aime un rire extraordinaire. C'est un cadeau, c'est une récompense. C'est merci, un rire comme ça. Il a cliqué sur quelque chose. As-tu entendu le beau rire? Oui. Mais, Pierre, moi, je me dis tout le temps, des femmes qui vont jusque-là, les femmes qui vont jusque-là, c'est qu'elles ont été massacrées elles-mêmes. Si tu remontes je comprends pas. Il n'y a pas de massacre, c'est son instinct, au contraire. Une femme massacrée, c'est pas ça. Le couteau, là, excusez, mais le message est assez cru, merci. Pour? Taillis? Non! OK, non, c'était pas une attaque pour le... Oui, pour couper ce que vous dites tout le temps que, bon... J'invente rien, je regrette, là. C'est tuer le masculin, c'est que tu n'aimes pas ton fils. Tu n'aimes pas le masculin en ton fils. C'est émasculé. Oui. Sans le sang. Non, au contraire, c'est un geste d'amour. C'est un geste incestueux. Ben oui, elle veut le garder pour elle. La seule façon, c'est de l'émasculer. Comme ça, il ira pas courailler. Au contraire, c'est un geste d'amour. Bon, oui. Ouais. C'est là que c'est fuckant, comprends-tu? Très mêlant, très mêlant. Puis c'est parce que tu dis c'est choquant, ça se peut pas que cette femme-là ait pas subi quelque chose pour... Non, c'est un geste d'amour. Bon, ben, OK, on le prend de même. Je suis fan, Pierre, vous êtes revenu, histoire de la mère, puis tout ça. Bon, OK. La conclusion, Pierre. Est-ce que ça se peut que Stéphane remette à plus tard sa virilité, si on va dans le sens de votre explication? La procrastination irait jusque-là? Non. Pourquoi avoir le lien, bousiller ses propres projets par la procrastination en remettant toujours plus? Parce que sa mère a été incorporée, sa mère a été introjectée, sa mère a été internalisée, intériorisée. Oui. Pas internalized, c'est intériorisé. C'est un anglicisme, je m'excuse. Intériorisée. Donc? Alors, elle est en lui, puis le débat se fait encore. Il y a un combat intérieur. Ah, c'est ça, la procrastination résulte du combat intérieur que se livre l'inconscient, la mauvaise mère intériorisée. Vous savez, il lui tient tête en ne passant pas. C'est ça, Pierre? Pardon? Il lui tient tête à ce personnage. OK, oui. en passant pas à l'action. Il continue dans la même activité qu'il y avait plus petit gars. Mais ce faisant, il bousille son devenir à lui. Oui. Oui. Tu sais, le rôle des parents, c'est loin d'être anodin. Alors particulièrement celui de la mère, que ça vous plaise ou pas, là. Alors, on va au propos de Nathalie maintenant. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Bon, ben moi, j'ai 35 ans. Oui. Puis,
tu sais, je me reconnais là-dedans, là, beaucoup. Puis ça fait pas tellement longtemps que je comprenais pas pourquoi, là. Je pensais que j'étais paresseuse. Exactement. Beaucoup vont se croire paresseux. Je me suis fait dire ça aussi beaucoup, mais... Oui. Par qui? Qui vous a traité de paresseux? Mon père. Arrêtez donc! Oh, souvent, c'est les premiers à traiter à abuser là, de ce genre de qualificatif-là. Ce sont les responsables du mal. Parce que moi, j'ai une personnalité moi, je me suis toujours trouvée moi-même. Il n'y a personne qui m'a dit ça. Là. Je suis une artiste. Oui. Je vis beaucoup les émotions. Puis je vis à l'instant présent. Oui. Puis, en tout cas. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que ça n'a rien à voir... L'instant présent? Oui. Lorsque vous dites « je suis artiste, je vis beaucoup des émotions », ça n'a rien à voir avec les artistes, ça. Il y a des artistes qui sont carrément épais. Des artistes innocents. Il y a des artistes extrêmement raffinés. Ben, d'abord, depuis quand quelqu'un qui a une vie intérieure serait un artiste? Ben, premièrement... Un artiste, c'est un talent. Tout à l'heure, j'ai parlé de chirurgien artiste, de médecin artiste. C'est ceux qui sont capables de s'élever au-delà des connaissances usuelles et de développer une habileté unique. OK. On est bien loin. Ben, c'est vrai que je suis un petit peu comme ça. Je suis une fille qui est beaucoup imaginative. J'aime beaucoup. OK. Ben, je dessinais beaucoup. Oui. Puis j'ai d'autres talents artistiques. Là, c'est peut-être pour ça que je dis ça, mais aussi... Okay. Avec des talents et non pas l'émotivité. Ça, l'émotivité, c'est une autre affaire. Non, mais je dirais que les talents que j'ai, c'est surtout artistique. Oui. Puis aussi, j'ai un côté je ne saurais pas comment qualifier ça, là, mais j'aime beaucoup la psychologie. J'aime beaucoup... Vous êtes curieuse. Je suis très, très, très curieuse. Curieuse de l'humain. Mais je suis spontanée, puis je veux dire, quand quelque chose m'intéresse pas, puis ça peut me pogner d'un coup, puis je peux réaliser quelque chose, quelqu'un, ça va y prendre un mois, moi, ça va me prendre une journée. Bon. Un peu ce que Pierre illustrait au début de l'émission. Ben oui. Vous imaginez quelque chose, puis à un moment donné, tout est là, puis vous passez. Vous le faites, là. Ben, c'est ça. Mais là, depuis je dirais peut-être 1 an ou 2, là, depuis j'ai trouvé mon conjoint, j'aime pas ça le mot conjoint, mon chum, là. Je veux dire, le mot que vous voulez, cher. Comment? J'ai dit utilisez le mot que vous voulez. Oui. Ben, vous ne l'aimerez pas. Pardon? Vous ne l'aimerez pas. Parce que pour moi, c'est mon amour. Ben, pourquoi je l'aimerais pas? Ben, je sais pas. C'est vous qui le savez, ce que vous ressentez pour lui? Oui, mais moi, je veux pas vous faire parler pour rien aussi, là. Oui. Moi, c'est que... On parle pas pour rien, c'est très important ce qu'on est en train de dire. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur moi depuis que j'étais avec lui. Oui. Puis, j'ai appris que j'étais pas paresseuse. Oui. C'est là que j'ai commencé à réaliser que j'avais ce problème-là et de remettre beaucoup. Oui. Ah. Puis c'est dans des petites choses bien ordinaires, là. Parce que moi, j'étais à la maison avec les enfants, là. Puis le ménage, là, je le fais des fois en 1h30. Oui. Mais le reste de la journée, là, des fois que je fais pas grand-chose. Mais vous êtes disponible aux enfants? Ah oui, je suis disponible aux enfants. C'est ça. C'est sûr, mais des fois, ça me prend comment je dirais pas un coup de pied parce que je sais me le faire dire, là. Oui. Mais oui, que j'écoute souvent l'émission. Comment vos fesses ont-elles été traitées en bas âge? Durement. Racontez. Ben, je l'ai déjà appelé pour ça, puis j'étais bien fragile à ce moment-là, à ça, là. Ouais. Vos fesses ont été traitées durement en bas âge? Oui. Par qui? Par mon père. Par votre père. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui me... J'ai passé à d'autres choses. Non. Non. Ben non. Même si on a parlé de ça la dernière fois, M. Pierre? C'est sûr que... Une fois précédente, là. Non, parce que la procrastination et ça, vous avez... Oui, je sais que ça vient toucher à des choses de la personnalité, là. Vous savez, Nathalie, je n'ai jamais vu encore une seule femme qui a été corrigée sur les fesses par son père et qui n'a pas été traumatisée par ça. Oh, je dis pas que je suis pas traumatisée, c'est juste que je suis capable d'en parler, puis je suis capable de... Je suis bien sereine avec ça, là, à cette heure, là, ça me tue pas d'en parler, puis ça me rend pas malade comme la fois que je vous ai appelé, ça m'a beaucoup aidé, ça. Bon, on a fait un petit bout, mais il faudrait pas non plus se réjouir trop vite que tout ça est sans conséquence. Mais j'ai réalisé beaucoup de belles choses dans ma vie depuis que ça va mieux, là. Oui. Quelque chose qui je me cherchais beaucoup, mais il y a une affaire qu'un auditeur qui a appelé pour le pipi, là. Oui. Moi, je dirais pas que c'est ma mère, parce qu'elle n'a pas été là tu sais.
ma mère, c'est mon père qui nous a élevés, là. Puis, je veux dire, elle est partie, j'avais 1 an ou 2. Elle est revenue, puis elle est repartie, j'avais 8 ans. Oui. Fait que, puis c'est pas une femme qui crie puis qui tape, là. Elle est pas comme ça, là. C'est d'autres affaires moins drôles. Ou aussi, moi, je pensais, c'est pas plus drôle, là, comment est-ce qu'elle est, parce que, ben, là, j'ai pas maternelle pantoute, là. Oui. Puis encore aujourd'hui, je 35 ans, puis elle souffre pas mal de nous autres, là. Tu sais, même son petit-fils, elle a dit qu'elle l'aime, mais elle vient jamais le voir. Elle a abandonné ses propres enfants à 2 ans, c'est... Non, Nathalie, tenez cette femme-là loin de vos enfants, s'il vous plaît. De toute façon, même si je voudrais les tenir proches, je dirais, elle sera jamais là. Ce sont des femmes dangereuses. Ah oui. Les mauvaises mères sont des grands-mères très inquiétantes. Mais moi, je me demandais une chose. C'est que je pensais que c'était, on va dire, anodin, là. Mais quand j'ai écouté l'émission aujourd'hui, là, moi, là, après que maman soit partie, là, j'ai commencé à faire des pipis dans mon lit. Oui. Puis j'étais propre, là, moi. Oui. Puis je sais pas, là, c'est quasiment gênant de compter ça, là. Je l'ai dit à ma meilleure amie, là. Elle trouvait ça bizarre, c'est que moi, je faisais comme, j'aime beaucoup les chats, je faisais comme mon chat, je faisais comme si j'étais une litière dans mon lit, puis là, je pissais dedans. Vous aviez quel âge? Ben, j'avais à peu près 8 ans, fait que c'était dans ces alentours-là. Alors, vous avez ce qu'on appelle ça un phénomène de régression. C'était votre façon d'exprimer votre souffrance. Okay. Alors, les enfants qui souffrent ne dépriment pas. OK? Ils régressent. Ils reviennent à des stades antérieurs de développement. Okay. Ils reculent. Bon, c'est ça le mot que je cherchais. Le recul est loin. Ben moi, je me disais, c'est un jeu, là. Non, c'était pas... Écoutez, c'était votre façon à vous de dealer, d'affronter la peine du départ de votre mère. OK. Ouais, et alors, les petits-enfants ne font pas de dépression. C'est qu'ils reculent dans leur développement. Ben, en tout cas, ma mère... Et vous, ça a été votre façon à vous. Elle m'a dit j'ai fait une dépression quand j'avais 2 ans, là. Vous aviez 2 ans. Moi, j'ai arrêté de manger. Ah oui. Ben, à 2 ans. Alors, c'est un recul. On appelle ça une régression. Hein? Il le savait très bien. Et après ça, quand elle est partie, quand j'avais 8 ans, c'est mon père qui me l'a dit le plus doucement possible, mais je l'ai pas pris parce qu'elle elle nous a pas avertis. Ouais. C'était la 2e fois. Oui. C'était la 2e fois. 2-3 fois. Bon, c'est ça. Oui. Puis la première fois, Pierre, c'est à l'âge où les enfants deviennent propres, 1 an et demi, 2 ans. J'étais très propre, c'est depuis l'âge de 8 mois. Ben oui. Alors, le fait d'uriner, votre scénario, d'uriner comme un chat qui urine dans sa litière, votre lit devenait comme une litière. Alors, ça reflète l'intensité de la souffrance que vous avez vécue dans cette période-là avec le recul comportemental. Alors, ils disent pas, j'ai énormément de peine que ma mère nous ait quittés. Non, j'ai pleuré. Dans leur comportement, c'est ça. Mais... Ils pleurent et dans leur comportement, ils reculent. Avec Nathalie. C'est un mécanisme protecteur. On va en faire un autre petit bout. Oui. Nathalie, on doit se laisser. Bye bye. Merci. 1 million. Je sais pas si on sera capable de tenir nos promesses, Pierre. On a quand même encore plusieurs personnes en attente. Je suis étonnée de la tournure de l'émission. Et je dirais procrastination égale paralysie. Ça reflète une chute. Ouais. Alors, on va tout de suite à José. Bonjour, José. Oui, bonjour. Bonjour, José. C'est très touchant, aujourd'hui, l'émission. Moi, je dirais que c'est le contraire. Moi, là, j'ai... déjà, en 2e année, je me rappelle, il fallait que je sois la première dans le cours d'école. Et puis même encore aujourd'hui, là, j'ai un rendez-vous chez le médecin, je vais être là une demi-heure avant. J'ai un party à préparer un souper, quelque chose. Il y a peut-être 3 mois d'avance quasiment, là, à planifier tout ça. C'est bien angoissant, pareil, tout ça. Là. Vous, c'est le contraire, dans le fond. Oui. Pipi au lit, là, j'allais à l'école, je chantais de pipi. Je faisais pipi des fois dans la classe. Je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse là-dedans, là, mais je me demandais si c'était pas relié, là, parce que là, j'ai appelé au début de l'émission quasiment, là, puis parce que à un moment donné, j'ai allumé. Dans le fond, là, comprenez? Oui, vous uriniez dans la classe? Oui. Jusqu'à quel âge? 2e année comme faut, oui, que je me rappelle. Ça posait quoi comme problème?
Et Seigneur, je devenais violette. C'est plus que rouge, ça, là, hein? C'est la honte. C'est... Oui. Ouais. Oh, oui, j'étais très... oui, j'avais beaucoup honte. Là, c'est ça. J'essaie de comprendre, de faire des lignes, là, puis non, c'est... Et l'entourage réagissait comment à ça? À la maison? L'entourage? Je sais pas si ça se rendait à la maison. De toute façon, chez nous, ils s'en foutaient, je pense. Là. On était 12, puis il y avait beaucoup de négligence. Êtes-vous sérieuse? Quel âge avez-vous, Josée? 45. 45 ans? Oui. Et vous étiez 12 enfants? Oui. Beaucoup de négligence? C'est-à-dire? Pardon? C'est-à-dire? C'est-à-dire, des bottes en caoutchouc l'hiver, manger du gruyot 3 fois par jour, des séparations, je veux dire des déplacements, toutes sortes de choses comme ça. Là. Pourquoi vous dites des bottes en caoutchouc? Gelées. C'est parce que je gelais, oui. Ouais. Je n'étais pas habillée en conséquence. Je mangeais pas à ma faim. Je m'en allais à l'école, je chantais de pipi. Mes parents me disaient pas, mais là, ça n'a pas d'allure, là, tu vas avec la vie. Et quel lien, pourquoi je vous pose des questions sur les bottes en caoutchouc? Petites bottes de pluie l'hiver. Ça donne froid, ça donne envie de pipi, imagine. Et en plein ça. Ça donne une cystite. Des infections d'air. Ça donne une cystite. Je sais pas quel mécanisme, là, mais chez les petites filles particulièrement. Okay. Ça donne une cystite, ça donne une envie, là, d'uriner, de vider aussi. Je suis pas un neurologue, je peux pas vous les expliquer la mécanique physiologique de ça, mais c'est un phénomène connu, facilement observable. Et ça brûlait, Josée? Ça brûlait? Pas quand vous uriniez, non? C'était plus le stress, je veux dire, à l'école, à cause que j'étais pas... Oui. Entre autres. Oui, plus, je pense. J'angoissais. Ça donne une constriction de la vessie. Le froid, chez les petites filles, souvent, va donner une constriction de la vessie. Ça empêche la vessie de se dilater. Ça fait que dès qu'il y a un peu d'urine, ça sort. Et deuxièmement, il y a toute la honte. Écoutez, comment vous étiez habillés. Imaginez en petites bottes les autres enfants qui, hey, vous avez 45 ans, vous là. Ah non, c'est pas dans les années 50, là. J'étais bien avec des guenilles, là. Oui. Mais c'est ça, beaucoup dans quel coin de la tribu ça se passe, ça? Ça, c'était à Laval. C'est pas très loin, hein? Non. Mais c'est ça, c'est de pourquoi le stress de toujours vouloir être d'aventure. C'est ça, là. J'ai de la misère à comprendre ça, là. Puis mon mari, lui, c'est le contraire. Je pense que, lui, au niveau du là, c'est une fuite. C'est une fuite vers l'avant, pauvre vous. Après toute la honte que vous avez connue, là, on convient. Il y a un peu une recherche d'acceptation, puis il y a une espèce de désir inconscient d'être accepté. Oui, beaucoup, hein? Vous venez de décrire, là, on comprend facilement que... Elle veut être dans les rangs. Elle veut pas être en retard. Elle veut pas se faire remarquer parce qu'elle est en retard. Puis... Ouais. C'est une bonne affaire. Peut-être que je veux pas me faire remarquer. En arrivant en retard, c'est sûr que là, tout le monde remarque quelqu'un qui est en retard. On convient-tu que vous avez été Fait que là, c'est comme je veux pas me faire remarquer aussi. Oui. Puis d'un autre côté, tantôt, vous avez vu ensuite, allez-y. Ceux qui sont négligés, et dès qu'ils ont moindrement quelqu'un qui attire qui sont gentils avec, là, on est prêt à se donner corps et âme à cette personne-là. Exactement, là. Pour avoir quelques gouttes d'affection. Oui, fait que ça rentre un peu contradictoire. Oui, quelques gouttes d'intérêt, quelques gouttes d'attention. Dire des goutines. C'est ça. Des gouttes d'urine. Hey, beau jeu de mots. Elle a le sens de l'humour, par exemple, Josée. Oui, il paraît. Ça peut sauver Vous avez terminé quoi comme scolarité, Josée? Avec toute peine et misère, après m'avoir fait traiter de folle par mon père pour voir un psychiatre parce que je voulais aller voir l'école, là. J'ai fait un DEC en psycho. Puis j'ai fait un certificat en psychoéducation, mais presque fait, là. En fin de compte, j'ai fait 3 ans en électronique. Un métier d'homme. Non, oubliez ça. Non, OK. Non. Vous aimez ça? 3 ans en électronique, c'est pas un métier d'homme, ça, là. Être pompier, c'est un métier d'homme. Okay. Là, chez moi, l'électronique, là, une femme peut jouer d'un bidule électronique aussi bien qu'un homme. Ça ne demande pas une grosse force, là. Puis, c'est des femmes qui engagent pas des hommes. Okay. Parce qu'ils ont les mains, le geste, la motricité fine, là, plus aiguisée. Vous êtes allé vous chercher une éducation, une bonne instruction.
Oui, mais malgré ça, je veux dire, dès que j'ai eu la chance quand même de pouvoir m'isoler du monde extérieur, j'ai sauté sur l'occasion. Là, je veux dire, le travail a fait que, bon, j'ai travaillé, puis quand je suis partie enceinte, le travail était loin. Puis mon mari m'a offert, il dit, si tu veux rester à la maison, t'as bien beau, là, on va s'arranger. Fait que me l'a pas dit 2 fois, là. Oui, puis vous êtes heureuse? Ah oui. Vous êtes heureuse de votre décision? Absolument. Oui. Oui, bon. Réparation encore, Pierre? Pardon? Réparation. Ben oui, elle donne de l'attention à ses petits. Non, c'est-à-dire l'occasion de réparation, c'est possiblement le conjoint. Comment il est avec vous, votre conjoint? Ah, il est super. Bon, très, très affectueux. Comment ça qu'assez régulièrement, il y a des femmes qui nous appellent, j'ai carrément l'impression que le conjoint est un élément de réparation. Est-ce que je me trompe? Parce que tous les hommes ne sont pas des méchants monstres. Des goulinants. Des goulinants, effectivement. José, merci beaucoup de votre appel. On va parler on va parler à une autre José pour tenir une promesse. Parce qu'elle en a fait un petit bout, là. C'est quasi un témoignage qui est réconfortant aujourd'hui. José, une autre José, bonjour. Ah, c'est Sophie. On parle à Sophie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sophie. J'appelle parce que, c'est ça, moi aussi, j'ai ce problème-là. Je remets ce soir, là, je remets toujours tout à la dernière minute. Je sais pas pourquoi, là. Quel âge avez-vous? 30 ans. 30 ans? Oui. Seulement 30 ans? Oui. Puis je remets tout? Oui, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été comme ça, là. Oui. Oui. C'est sûr que c'est pas commode, là. Ça vous fait quoi? Ça vous déçoit de vous? Qu'est-ce que ça vous fait? Ben, oui, ça me déçoit de moi. Parce que des fois, je me dis, je pourrais faire fort, tu sais. Des fois, je peux arriver en une journée à faire de gros efforts, puis... Votre mère a réussi. Votre mère ou votre père, là, vos parents ont réussi. OK. Ils ont réussi à vous mettre sur les épaules, à vous rendre responsable d'un problème que eux ont créé. Ça, je trouve ça une passe. C'est ce que j'appelle la passe du coyote. Soit dit en passant. Ouais. Ils créent un problème et ils vous mettent la responsabilité de ce problème-là sur les épaules. Je pourrais faire un effort. C'est toute qu'une crosse, c'est. De l'imbécilité, de l'incompétence parentale, pour ne pas dire de la méchanceté. Je crée un problème chez mon enfant et je dis un problème à résoudre. Tiens de le résoudre. Mais c'est moi qui l'ai créé. Et je te donne même je te donne même le fouet pour te fouetter si tu es incapable de régler ton problème que je t'ai mis sur les épaules. Okay. Ça commence. Là, on délaisse les gens. Mais c'est rentré dans l'inconscient de Sophie, par exemple. Yes. C'est ça l'affaire. Yeah. OK? Même si c'était plus conscient du côté des parents. Alors, Sophie, à 30 ans, quand elle se dit, je suis pas bonne à rien, je suis pas ci, je suis pas ça. Bon, là, reconnaître d'où vient le problème. Comment réagissez-vous aux propos que je viens de tenir? Ben, c'est sûr que moi-même, tu sais, je réfléchis souvent à comment mes parents m'ont élevé. Tu sais, je suis capable de trouver beaucoup de choses dans mon passé qui peuvent faire que je suis comme je suis aujourd'hui. Oui. Mais malgré tout ça, ça change pas comment je suis aujourd'hui, là. Mm-hmm. Tu sais, quand je me dis, telle affaire, ça a dû faire que ça ou ça m'aide pas, là. José, on est écourté. Sentez-vous à l'aise, vous êtes la bienvenue le vendredi après-midi. OK. Pour qu'on reprenne ça, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et ça pourrait servir d'autres aussi. Oh, beaucoup, José, si vous saviez le nombre de jeunes personnes de votre âge qui ont exactement ce problème-là. Parce que les parents modernes sont beaucoup plus sophistiqués.